Tu pouvais pas faire plus simple. Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler de la dérive des continents, un sujet passionnant qui va nous faire voyager à travers des centaines de millions d'années. Mais au fait, comment a-t-on découvert que les continents se déplaçaient? Et sur quelles preuves formelles a-t-on basé cette théorie? Et les continents, ils ont une direction particulière ou est-ce qu'ils vont un petit peu n'importe où? C'est ce que nous allons voir dans ce 5e épisode d'Histoire naturelle. Pardi, générique! Oui. Ce qu'il faut d'abord bien comprendre lorsqu'on parle de la dérive des continents, c'est d'abord que cette expression est un gigantesque abus de langage. En fait, il ne s'agit en aucun cas d'une dérive qui sous-entendrait que les continents flotteraient sur une espèce de liquide et dériveraient au hasard, ce qui n'est pas du tout le cas. De plus, on parle de continents alors que le plancher océanique est également soumis à ce phénomène. D'ailleurs, vous pouvez aller consulter notre vidéo sur la tectonique des plaques qui parle justement de ce phénomène. Bref, cela étant dit, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Oui, parce que s'il y a un truc encore plus relou qu'un épisode de Géol, c'est une introduction interminable d'un épisode de Géol. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas bien me saouler aujourd'hui, toi. C'est fort possible. La dérive des continents est une expression qui a été utilisée quelques fois au milieu du 19e siècle et au début du 20e siècle pour expliquer les similitudes des côtes entre différents continents. En effet, cela n'aura échappé à personne, la côte est de l'Afrique et la côte ouest de l'Amérique du Sud semblent s'emboîter parfaitement. Pour expliquer ce phénomène, l'idée que les deux continents n'en formaient à l'origine qu'un seul puis qu'ils s'étaient séparés a commencé à émerger au milieu du 19e siècle. Et notamment par Antonio Snider Pellegrini qui, contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, était français et a exprimé cette idée dans un ouvrage de 1858 intitulé « La création et ses mystères dévoilés ». Mais c'est surtout grâce à Alfred Wegener et dans une moindre mesure au géologue américain Frank Bursley Taylor, que l'histoire va d'ailleurs partiellement oublier, que l'expression va se démocratiser dans le monde scientifique. Alors pour commencer, qui était cet Alfred Wegener et que fut sa modeste contribution à la science? Friedrich Wegener était un anatomopathologiste allemand qui a décrit la première fois la maladie qui porte son nom, la granulomatose de Wegener. Alfred Wegener, pas Friedrich. Tu t'es trompé de scientifique. Va t'asseoir. Alfred Wegener était un scientifique allemand né en 1880 et diplômé en astronomie et en météorologie. Sa spécialité à lui, c'était la climatologie, et c'est cette discipline qui, à travers de nombreux voyages, va l'amener à se poser la question du déplacement des continents. Car Wegener, en bon scientifique qu'il était, se posait plein de questions sur la vie, l'univers et le reste. Donc forcément, le fait que les continents africains et sud-américains semblent s'emboîter parfaitement alors qu'ils étaient séparés par 5000 km de flotte, ça l'a un peu travaillé. Tout comme son contemporain Frank Bursley Taylor, Alfred Wegener fait partie des scientifiques qui pensent que les deux continents étaient réunis à l'origine. Mais comme en science, il ne suffit pas de dire « Bah, c'est du bon sens. Si c'est que ça s'emboîte, c'est ça s'emboîte. Il se met à la recherche d'autres éléments pour corroborer son idée. Et forcément, comme son idée est la bonne, bah il en trouve. Parenthèse histoire. Pour élaborer sa théorie, Wegener ne va pas se limiter à un seul domaine et va alors chercher des indices dans plusieurs disciplines scientifiques. Étant climatologue, il commence par se pencher sur les traces de glaciation anciennes qu'on peut trouver dans le monde, et s'aperçoit que les traces de glaciation relevées en Inde, dans le sud de l'Afrique, le sud-est de l'Amérique du Sud et l'Australie, non seulement datent de la même période, mais indiquent une direction d'écoulement qui coïncide parfaitement avec l'hypothèse des continents emboîtés. En plus de cela, il étudie la paléontologie, et découvre que des spécimens de la même espèce datant de la même période se retrouvent de part et d'autre des océans. En emboîtant les pièces, la répartition des fossiles reprend son sens. Tous vivaient sur un même supercontinent qu'il appelle alors la Pangée. La preuve manifeste que sans la biologie, les géologues sont incompétents. Bref, Alfred Wegener cumule les indices, en étudiant notamment la géologie des montagnes d'Europe, d'Amérique et d'Afrique du Nord, affine sa théorie, puis finit par publier ses travaux en 1912 et son ouvrage phare en 1915, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Ou en français, La genèse des continents et des océans. Un ouvrage remarquable qui aura un impact très limité dans la communauté scientifique, et notamment auprès des géologues et des géophysiciens. Ceux-là lui répondront carrément que sa théorie, c'est tout pourri. Et bah, sympa les géologues de l'époque.
La théorie est pourtant bien ficelée, mais le problème c'est qu'elle explique très mal le pourquoi du déplacement des plaques. On ne va pas rentrer dans les détails, sinon on risquerait d'y passer la nuit, mais Wegener pensait que les plaques continentales flottaient en quelque sorte sur la croûte océanique, d'où cette idée de dérive, et que c'est la rotation de la Terre qui entraînait le déplacement des plaques. Face à cette théorie, les géologues et les géophysiciens sont pas du tout, mais alors pas du tout open à la discussion. Après avoir démontré que le phénomène de la rotation terrestre était physiquement incapable de déplacer les continents, ils ont gentiment balayé le reste de la théorie avec. Preuve ou pas preuve. Les continents ne bougent pas, un point, c'est tout. Une idée en béton. Il faudra finalement attendre les années 50 pour que la théorie de la dérive des continents revienne un petit peu sur le devant de la scène, après moult débats et discussions, mais surtout découvertes en magnétisme et en géologie. Wegener, lui, ne verra jamais sa théorie validée de son vivant, puisqu'il meurt en 1930 lors d'une expédition au Groenland. Expédition qui visait, entre autres, à prouver la validité de sa théorie. Y a pas à dire, hein. Vraiment sympa les géologues. Oui, alors rappelle-moi, l'histoire de la théorie de l'évolution, ça s'est bien passé ? Ça c'est pas. Ça c'est pas. Du coup, vous êtes en droit de vous demander, mais quelles sont les preuves concrètes et formelles qui ont finalement amené à valider la théorie de Wegener ? Et vous avez bien raison de demander. Une des avancées majeures qui va permettre l'acceptation du déplacement des plateaux continentaux concerne le paléomagnétisme, et va donc survenir au milieu des années 50. Depuis quelques décennies déjà, on étudie le magnétisme, que ce soit à l'échelle de la Terre ou que ce soit à des échelles plus restreintes, jusque dans les roches. Et on s'est aperçu que certaines roches magmatiques conservaient dans leur structure des traces de l'orientation du champ magnétique terrestre au moment de leur solidification. Et pour bien comprendre ce que ça implique, on va faire une petite parenthèse physique. Le champ magnétique terrestre est un flux continu qui entoure notre planète et qui est orienté à peu près vers le nord géographique. Mais historiquement, cela n'a pas toujours été le cas. Le pôle nord magnétique est le point où le champ plonge dans la croûte terrestre et le pôle sud est celui où le champ sort. Les particules magnétiques comme les aiguilles des boussoles vont donc s'orienter vers le nord magnétique suivant la direction du champ. Mais il arrive régulièrement que les pôles s'inversent et que le pôle sud devienne alors le point plongeant et le pôle nord le point sortant. Cet inversement qui est dû aux fluctuations du noyau externe de la Terre est un phénomène assez fréquent puisqu'il arrive en moyenne une fois tous les 250 000 ans. Si cela arrivait demain, toutes les boussoles se mettraient alors à indiquer le pôle sud puisque leur tige métallique irait s'orienter dans la direction du champ magnétique. Et il en irait de même pour toutes les particules magnétiques du monde, notamment celles comprises dans le magma. En se solidifiant, les roches vont donc se figer dans un état d'orientation qui ne changera plus. En étudiant les zones d'éruption continue comme les dorsales océaniques et en connaissant les périodes d'inversion des pôles, on peut donc retracer l'éloignement des roches par rapport à leur source. Tout simplement parce qu'elles vont s'alterner en fonction de l'orientation magnétique du moment, nord ou sud. Ces structures typiques des fonds marins, comme celui de l'Atlantique, ont d'ailleurs un nom particulièrement représentatif. On les appelle les structures en peau de zèbre. Grâce à cette découverte, l'écartement des continents de part et d'autre de la dorsale atlantique devient non seulement un fait, mais en plus datable. Face à cette évidence, les scientifiques ont donc ressorti la poussiéreuse théorie de Wegener pour finalement en accepter la plupart des éléments. Un deuxième élément fondamental de ce domaine fut découvert par le géologue canadien John Tucker Wilson. C'est lui qui, en 1963, et alors que la tectonique des plaques n'est pas encore une théorie acceptée par tous, va faire une découverte qui va révolutionner le monde de la géologie. L'existence des points chauds. Car le problème de l'étude du déplacement des plaques, c'est que comme toute la croûte terrestre est concernée, il devient très difficile de trouver un point absolu auquel comparer les déplacements. Et c'est là qu'interviennent les points chauds. Les points chauds sont des zones d'activité magmatique parfaitement indépendantes de la tectonique des plaques. Les volcans concernés sont liés à une activité du manteau qui reste fixe à un endroit précis. Et pour bien comprendre ce que ça implique, Tardy va, avec le sourire, nous faire une parenthèse géologie. Non. Avec le sourire, Tardy. Les points chauds sont des endroits où le magma remonte perpétuellement vers la surface, et ce, quelle que soit l'activité tectonique qui se passe au-dessus. On ne sait pas vraiment pourquoi ces points existent, mais ils sont essentiels pour suivre le déplacement absolu de certaines plaques. Régulièrement, le magma qui remonte effectue une percée dans la plaque qui se trouve au-dessus, formant ainsi un volcan. Mais comme la plaque se déplace, sa percée suivante ne se fera pas au même endroit que la précédente.
Il va alors se créer des chaînes de volcans éteints, dont seul le plus récent restera actif, et qui vont parfaitement suivre le déplacement de la plaque, un peu comme une machine à coudre qui crée des points de couture en suivant la direction du déplacement du tissu. Ce phénomène est particulièrement visible sur la plaque Pacifique, où des archipels entiers ont été formés de cette manière. Les archipels comme ceux d'Hawaï, il y en a partout dans le Pacifique. Et c'est l'étude de ces archipels qui a permis à Wilson de découvrir que non seulement la plaque Pacifique se déplaçait vers le nord-ouest, mais qu'en plus de cela, elle avait changé de direction il y a environ 37 millions d'années, puisqu'avant, elle se déplaçait vers le nord. Élémentaire, mon cher Wilson. Cette découverte des points chauds permit également de mieux comprendre ce qu'il se passait dans l'océan Indien, et notamment au niveau de l'île de la Réunion. Le Piton de la Fournaise est en effet un volcan issu d'un point chaud. Et ce point chaud a permis de mieux comprendre l'évolution de la plaque indienne, puisque c'est ce point qui a déclenché le volcanisme des trappes du Décan, qui a eu lieu il y a 60 millions d'années et dont on retrouve les traces en Inde. Relié par la ligne formée par les Maldives et par l'île Maurice, le point chaud Réunion-Décan est donc une preuve que la plaque indienne se trouvait originellement à l'endroit actuel de la Réunion, soit à l'est de l'Afrique. Dès lors, les preuves d'un ancien supercontinent commencent à s'accumuler. La découverte de la convection mantélique au milieu des années 60 et le développement du modèle de sismicité générale de la Terre entre 1968 et 1973 viennent s'ajouter aux preuves déjà existantes. Et conformément aux hypothèses de Wegener, la théorie d'une Pangée finit par s'imposer d'elle-même. C'est d'ailleurs le nom que Wegener lui-même avait donné à ce supercontinent qui sera finalement conservé. Pangée venant du grec ancien pan qui veut dire tout, et G qui vient de Gaïa et qui veut dire la Terre. Et c'est ainsi que disparurent ce qu'on appelle les théories fixistes. Enfin, du moins en géologie. Tu veux dire quoi par là? Bon, rien du tout, je dis juste que la théorie de la tectonique des plaques, tout le monde l'a à peu près accepté, alors que la théorie de l'évolution, qui est tout aussi solide scientifiquement, elle a un peu de mal, hein. Alors ça, c'est la meilleure. Est-ce que tu veux qu'on parle de l'âge de la Terre? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand même grave la... Bref, les plaques se déplacent, c'est un fait avéré, mais vont-elles dans une direction particulière? Et peut-on prévoir leur prochain déplacement? Les cycles de Wilson, nommés en l'honneur du géologue canadien, représentent en fait le balai des continents à la surface de la Terre. Et selon ces cycles, les continents alternent des phases de réunification et d'éclatement, phases qui durent entre 250 et 500 millions d'années. Prenons par exemple la Pangée. Grâce aux découvertes successives en paléontologie, en géologie et en paléomagnétisme, on sait qu'elle s'est formée il y a environ 300 millions d'années, soit à la fin du Carbonifère. Le supercontinent tiendra environ 120 millions d'années avant de se disloquer 180 millions d'années avant notre ère, soit à la fin du Jurassique. Il était une fois des continents qui étaient tous amis. Oui, on s'aime tous, on est tous heureux. Quand tout à coup... Ah, bah si c'est comme ça, je vous aime plus. Moi, je m'en vais. Et bah moi aussi, je m'en vais. Et tous les continents partirent dans tous les sens. Et voilà, les enfants, c'était l'histoire de la dérive des continents. Depuis, les continents américains, océaniens, mais également l'Antarctique, ont cessé de s'éloigner de leur point originel, et dans des directions diamétralement opposées, vers l'est, vers l'ouest ou le sud. Et à ce jour, l'Inde reste la seule plaque connue à s'être détachée d'une autre plaque, en l'occurrence la plaque africaine, pour aller directement s'encastrer dans une autre, en l'occurrence la plaque eurasienne. En gros, la plaque a décidé de pas faire comme toutes les autres. On peut donc dire qu'elle a su garder son indépendance? Oh non, mais on avait dit stop avec les jeux de mots pourris là. Tu avais dit stop. Nuance. Les continents sont donc actuellement dans une phase d'éclatement, une phase qui n'est pas encore terminée, puisque les plaques continuent à s'éloigner les unes des autres. Hop, 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 Madame l'Inde, on s'arrête là, on n'y va pas, parce que là, ça va être le foutoir. Hop, 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 Mr. Freeze, l'Antarctique, tu te calmes, non? Et non, mais l'Australie, qu'est-ce que tu... Non, mais pourquoi tu pars toute seule? Qu'est-ce que tu... C'est quoi le projet derrière? Stop! Non, bon, vous savez quoi? Démerdez-y, moi je vous dis... Ah la question. On peut alors penser que du fait du caractère sphérique de la Terre, à force de s'éloigner, les continents vont en fait se rejoindre de l'autre côté de la Terre, reformant ainsi un supercontinent et un super-océan. Et c'est une théorie. Défendue notamment par le géologue américain Chris Hartnedy, la théorie prédit une collision entre l'Amérique et l'Asie, mais qui préserverait l'Afrique et l'Antarctique. Le nouveau supercontinent qui serait issu de cette collision porterait tout simplement le nom d'Amazie. On peut donc dire que c'est amazing. Oh mon dieu, mais si tu commences à les faire en anglais, on va jamais s'en sortir. Tu fais bien des blagues en grec ancien?
Une autre théorie proche de celle-ci est défendue par Roy Livermore et elle prédit la remontée de l'Antarctique vers l'Afrique et l'éclatement de ce continent-là à travers le rift est-africain. En conservant l'idée du rapprochement entre l'Amérique et l'Asie, ce nouveau supercontinent s'appellerait tout simplement Nouvelle-Pangée. Mais la théorie la plus en vogue est celle défendue par Christopher Scotez, un géologue qui a passé sa vie à étudier le déplacement des plaques. Celui-ci parie sur une inversion de la mécanique actuelle, ce qui provoquerait un retour de l'Amérique vers les continents européens et africains, refermant ainsi l'océan Atlantique et préservant l'océan Pacifique comme l'unique super-océan. Ce nouveau continent porterait le nom de Pangea Ultima ou Pangea Proxima. Au passage, on ne saurait que trop vous conseiller d'aller consulter les cartes développées par Scotez et qui retracent l'évolution des continents à différentes époques de la Terre. Vous verrez, c'est fascinant, on vous met les liens dans la description. Le phénomène décrit par Scotez a déjà eu lieu plusieurs fois dans le passé, et ce, avant la Pangée. La Pangée s'était formée par la réunification de deux continents, l'Aurussia au nord et Proto-Gondwana au sud. Les deux continents se sont réunifiés en refermant l'océan Réique et en préservant l'océan Panthalassique comme l'unique super-océan. Et cet océan Panthalassique, eh bien, ce n'est rien d'autre que l'ancien nom de l'océan Pacifique. Le changement de nom s'étant fait de manière un petit peu arbitraire. En remontant le temps, on peut retracer l'enchaînement supercontinent, éclatement, supercontinent, éclatement pendant des centaines de millions d'années. Et pour bien comprendre à quel point c'est un phénomène ancien, on va faire une petite parenthèse échelle. Avant le Laurussia et le Proto-Gondwana, il existait un supercontinent appelé Panoti, qui existait il y a environ 600 millions d'années, soit à peu près à la fin du Protérozoïque. Ces continents ont laissé quelques traces dans le paysage géologique actuel, puisqu'on retrouve des roches qui appartenaient à ces blocs continentaux en Amérique du Nord, au Brésil, en Europe, en Australie, en Inde. Bref, un peu partout éparpillés aux quatre coins de la Terre. Plus on remonte dans le passé, évidemment, moins il y a de traces, et il devient de plus en plus difficile de reconstruire le balai des continents. Mais on retrouve tout de même assez d'informations pour recréer une sorte de liste de supercontinents successifs, qui remonte jusqu'à un supposé premier supercontinent appelé Vaalbara, et qui daterait de 3,6 à 3,1 milliards d'années. Ça fait une paye. Les cycles de Wilson décrivent donc une suite d'éloignements et de rapprochements des continents. Il nous est donc permis d'extrapoler au futur et de prédire que dans les prochaines dizaines de millions d'années, les continents américains continueront de s'éloigner des continents européens et africains. Selon les théories, les continents américains refermeront soit l'océan Atlantique, soit l'océan Pacifique et reviendront former un nouveau supercontinent. Mais à partir de là, ça devient difficile de prévoir. Le phénomène de détachement des blocs étant imprévisible, il nous est parfaitement impossible de déterminer comment vont se redessiner les continents après la prochaine Pangée. Si l'on peut aujourd'hui retracer le chemin parcouru par les continents à travers les âges, c'est surtout grâce aux découvertes majeures qui ont eu lieu en géologie entre les années 50 et les années 60. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de notre planète et notamment des points chauds, du magnétisme des roches et de la convection mantélique. Toutes ces découvertes ont surtout permis de valider une théorie qui avait été présentée bien en avance au début du XXe siècle par le climatologue Alfred Wegener. Ce scientifique allemand portera d'ailleurs à titre posthume le nom de père de la dérive des continents. Le déplacement des continents à travers les âges est aujourd'hui considéré comme un fait dans la communauté scientifique, et même s'il reste plein de choses à découvrir dans le domaine, cette théorie ne sera vraisemblablement pas remise en question au fur et à mesure de l'avancée des connaissances. Sauf encore une fois si une découverte majeure venait bouleverser toutes nos connaissances en sciences, ce qui, gardons l'esprit ouvert, est toujours possible. Voilà, ce 5e épisode d'Histoire naturelle est maintenant terminé, nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à commenter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et en attendant, continuez à vous poser des questions sur l'univers, il est bien assez vaste et il y en aura toujours pour tout le monde. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire naturelle où on va reparler de biologie puisqu'on va aborder le sexe et la reproduction. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire puisque dans le domaine de la biologie, c'est un morceau particulièrement gros. Et comme mon... Non! Ben comme mon livre. Tu pensais à quoi ?